C'était il y a 20 ans, l'attaque au gaz sarin dans le métro de Tokyo. Une attaque commise par des membres de la secte Aum. 13 personnes sont mortes ce jour-là après avoir inhalé ce gaz et des milliers d'autres ont été plus ou moins gravement blessés, certains ressentant encore aujourd'hui les séquelles de cet attentat. Une cérémonie du souvenir était organisée ce vendredi en présence du chef du gouvernement et de plusieurs représentants des familles des victimes. 20 ans après ces attaques au gaz sarin dans le métro de Tokyo, 70% des victimes souffrent encore aujourd'hui de troubles oculaires. Près d'un habitant sur deux affirme qu'il a peur lorsqu'il prend le métro. Des troubles qui pourraient encore s'aggraver dans les années à venir. C'est en tout cas ce qu'estime un éminent professeur de psychologie japonais. Bonjour à tous, moi c'est Opipiam. Bienvenue pour cette nouvelle histoire qui va encore une fois se passer au Japon. Une histoire que j'ai découverte sur la chaîne de Tev, ou alors si vous préférez Ici Japon, ou Ici Japon Corp, ou Tev et Louis. Pour cette histoire, je vais vous ramener en 1995, et plus précisément le 20 mars 1995, dans le métro de Tokyo. Il est 8h14 du matin, des personnes commencent à tomber les unes après les autres. Ce sont des malaises sur les plus grandes lignes, 5 principalement, qui relient Ibiya, Marunouchi et Chiyoda au reste de Tokyo. Mais les malaises se font surtout à la station Kasumi-Gaseki, qui est la plus touchée puisqu'elle relie en fait ces 3 grandes lignes. C'est aussi principalement ici que se tient la haute bureaucratie de Tokyo, puisqu'en fait il s'y trouve le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Construction, des Transports, de l'Agriculture, du Travail, des Postes et de la Télécommunication, des Finances, mais également la Cour et la Haute Cour de Tokyo et l'Agence de Police Nationale. Mais également à 300 mètres un peu plus au nord, on peut trouver les bâtiments de la police de Tokyo, les ministères de la Justice et les ministères de l'Éducation. À 8h30, les fonctionnaires arrivent, donc ils sont principalement tous déjà dans le métro quand il se passe ces drôles de choses à l'intérieur même des stations. Très vite, les pompiers, la police, les médias également, puisqu'ils sont toujours sur le coup, et les employés du métro vont arriver sur place pour faire état de tout ce qui se passe. Ils vont prendre en charge toutes les personnes qui sont déjà au sol et celles qui ont du mal à tenir debout. Mais la coordination entre toutes ces urgences finalement se fait très mal. Il faut le savoir que chaque spécialité en fait se réfère à l'autorité de tutelle. S'ils ne communiquent pas entre eux et même entre différents policiers, s'ils ne dépendent pas de la même agence finalement, ils ne vont pas parler entre eux. En fait, ils ignorent tout de ce qui se passe à cet instant précis. Tout ce qu'ils remarquent, c'est le nombre important de personnes qui se sentent mal et eux-mêmes commencent à avoir quelques vertiges et à se sentir tout aussi mal. Le gouverneur de Tokyo, Suzuki Shinichi, appelle finalement les forces d'autodéfense à 12h50. Donc il y a quand même un grand moment qui se passe entre les deux avant que le gouverneur ne réagisse. Et les forces d'autodéfense avec des militaires vont arriver à 13h30, ce qui du coup décale encore plus l'action qu'ils doivent mener. À cette heure-ci, on estime le nombre de personnes envoyées dans 169 hôpitaux différents à 3230 personnes. Au même instant, même un peu plus tard, 3800 personnes vont faire une déclaration à la compagnie d'assurance. Alors la compagnie d'assurance qui est déjà assez très lente, peu importe le pays, va être submergée comme les 169 hôpitaux qui vont recevoir les différents blessés. On estime qu'il y a des victimes dans plus d'une vingtaine de métros différents. Et c'est dans l'après-midi même qu'à la télé, les pompiers, les urgences, la police, tout ce que vous voulez, vont apprendre la nature de ce qui se passe. En fait, il s'agirait d'une attaque au gaz sarin. Alors qu'est-ce que c'est que le gaz sarin ? C'est un gaz qui a été créé en 1938 par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale mais qui n'a jamais été utilisé. Il se présente sous une forme liquide et dégage des vapeurs extrêmement toxiques dès qu'elles sont envoyées dans l'air. Dosé à 100 mg par exemple, ce gaz, dès qu'il est respiré pendant 1 minute, provoque des troubles respiratoires graves qui peuvent entraîner la paralysie et la mort. Donc c'est ce même gaz qui a été répandu dans le métro de Tokyo et à ses stations précisément. Rapidement, les médias vont évoquer quelques coupables et le nom de Aum Shinrikyo va ressortir. Aum Shinrikyo, c'est une secte qui a été créée en 1984, mais qui était sous forme de club de yoga et qui va finalement recevoir son accréditation religieuse en 1987. Tout d'abord, je vais vous parler des méfaits, des activités de la secte. Puis dans une seconde partie, je vous parlerai de la secte elle-même et de son gourou, Shoko Asahara.
parce que finalement il y a beaucoup de choses à dire. Alors si vous êtes prêts, je vous laisse vous installer, vous mettre un petit plaid pour vous réchauffer, manger votre premier chocolat du calendrier de l'Avent et on est parti. Comme je vous disais, Om Shinrin-kyo a été créé en 1984 sous forme d'atelier de yoga et à ce moment-là il s'appelait Om no Kai, ce qui veut dire société de Om. Il devient officiellement Om Shinrin-kyo en 1987 et c'est là que je me suis trompée sur les dates précédemment puisque c'est en 1989 qu'il devient officiellement un organisme religieux. Il est mené par Shoko Asahara, dont je vous parlerai dans la prochaine partie, qui va même rencontrer le 14e Dalai Lama en Inde et celui-là va les soutenir et va apporter toute son attention à la secte. En fait, elle propage des idéaux qui sont liés au bouddhisme et à l'hindouisme d'une certaine façon. Finalement, vous allez vite comprendre pourquoi, mais il va regretter d'avoir fait confiance à Om Shinrin-kyo et surtout Shoko Asahara, et il va même se dire dupé. Pour comprendre pourquoi, il va falloir suivre les événements dont je vais vous parler et qui vont très vite vous faire comprendre que Om Shinrin-kyo n'est pas une bonne secte. C'est le 22 septembre 1988 qu'il va se passer le premier décès douteux à l'intérieur de la secte. Un adepte, Majima Tarayuki, va mourir pendant une séance qui était beaucoup trop intense pour lui en fait. Tout ce qu'on sait de cette mort-là, mais elle va être tenue secrète pour que l'image de la secte ne soit pas entachée à l'intérieur comme à l'extérieur, même si la communication entre le monde intérieur et extérieur ne se fait plus vraiment et qu'il faut passer par les grands cadres de Om Shinrin-kyo. Donc son corps va être brûlé et ses cendres vont être répandues dans un endroit dont on ignore tout. Le 10 février 1989, c'est au tour d'un adepte qui se nomme Shuji Taguchi de mourir. En fait, il aurait été témoin de ce décès précédent et il a essayé de quitter la secte, mais on disait de lui qu'il critiquait les nouvelles dogmes qui étaient données dans la secte et ses méthodes d'entraînement qui avaient évolué d'une mauvaise façon, puisque maintenant, les personnes, en fait, pour atteindre la lumière spirituelle, l'énergie que seul le gourou avait réussi à atteindre, étaient droguées. Mais ça, je vous en parlerai dans la partie 2. Là maintenant, on va faire une petite parenthèse sur un meurtre, un enlèvement qui s'est passé, qui finalement prend une grande partie de l'histoire de Om Shinrin-kyo. Nous sommes le 4 novembre 1989. Tsutsumi Sakamoto, un avocat qui travaillait pour des familles qui portaient plainte contre Om Shinrin-kyo pour ne pas avoir de nouvelles de leur fils, de leur enfant, de leur frère, de peu importe, mais aussi pour l'argent qu'on leur aurait pris sous forme de dons ou sur les héritages qui ont été directement prélevés chez les adeptes. Alors, Sakamoto Tsutsumi a donc mené une enquête sur Om Shinrin-kyo et c'était un des seuls à être au courant des pratiques de Om pour avoir réussi finalement à voir quelques informations ici et là. Ça, finalement, c'était un grand danger pour la secte et vous allez vite comprendre pourquoi il a disparu. À l'aide de la journaliste Egawa Shoko, il a été mis en relation donc avec ces différentes familles qui avaient formé une association des plaignants. La même année, donc en 1989, il avait été interviewé par la chaîne TBS par rapport à cette enquête. Et donc pendant cette interview, il critiquait beaucoup la secte et il faisait beaucoup de reproches par rapport à ce qu'il savait déjà. Donc dans la secte même, il fallait savoir qu'on trouvait des policiers, des avocats, des scientifiques, des médecins, mais également des personnes qui travaillaient pour la chaîne TBS. Donc avant que cette interview sorte à la télé, ils ont rapidement mis au courant les plus grands cadres de la secte qui ont décidé donc de se rendre directement dans les locaux de la chaîne pour voir cette vidéo d'eux-mêmes et d'une certaine façon de négocier sa non-programmation, ce qui va fonctionner. Elle ne passera jamais à la télé. Après ça, ils vont tenter plusieurs fois de kidnapper l'avocat quand il était seul, mais ils n'ont jamais réussi. Ils vont donc décider de le kidnapper chez lui avec sa femme et leur bébé de 14 mois. Ils vont les guider jusqu'à Kamikushiki, là où il y a en fait un haut lieu de la secte, et les adultes seront étranglés, le bébé sera étouffé. Après ça, ils vont les enterrer dans 3 sites montagneux différents,
dont ils ne diront rien jusqu'en 1995, d'année finalement de l'attentat. Alors, les disparitions vont être déclarées de suite puisque l'avocat a des collègues, la femme a des amis et finalement la famille elle-même ne reçoit pas de nouvelles de l'enfant ou de leur fils ou de leur fille. Ses collègues vont très rapidement soupçonner Home comme ils savaient qu'il travaillait dessus, mais également des sectes religieuses vont nommer Home comme coupable. Ça ne va pas être pris au sérieux puisqu'en fait ce sont des sectes concurrentes, donc la police va se dire que finalement ils veulent juste faire du tort à des concurrents. En plus de ça, un badge de Home va quand même être retrouvé au domicile des Sakamoto, mais il n'y aura pas d'enquête puisqu'ils considèrent que, comme ils travaillaient sur une affaire qui était liée directement à la secte, c'était tout à fait normal qu'il y ait un badge chez lui. Egawa, la journaliste, va publier en 1991 un des premiers textes sur la secte. Elle va y raconter les circonstances connues des disparitions et faire part de ses doutes vis-à-vis de Home. Elle dénonce également son système d'offrande, comme je vous disais. Home fonctionne économiquement sur des dons faits par les adeptes, mais également sur les héritages qu'ils vont leur demander de leur donner. Les collègues de Sakamoto vont organiser des rassemblements pour retrouver Sakamoto et sa famille, mais ils vont également demander à la population toute information qu'ils peuvent détenir sur les Sakamoto, ce qu'ils ont pu voir, ce qu'ils ont pu entendre. Finalement, ça ne va pas mener à grand-chose. La mère de Sakamoto va entraîner toute une partie de l'opinion publique et va réclamer avec elle l'élucidation de ce cas qui ne sera résolu qu'en 1991. Alors finalement, on peut se demander, avec toutes les personnes, les adeptes qui travaillent aussi au niveau de la justice et de la police, est-ce qu'ils ont réussi, est-ce que la secte a réussi à obstruer l'enquête? Est-ce que la police elle-même se disait qu'il n'y avait pas grand-chose et que la famille Sakamoto réapparaîtrait d'elle-même? En tout cas, l'enquête a quand même duré un bon moment puisqu'ils ont disparu en 1989 et que c'est qu'en 1995 qu'on va retrouver les cadavres. Plus précisément, en septembre 1995, il y a eu des arrestations suite à l'attentat dont je vous parlerai plus tard. Et finalement, des adeptes vont parler et vont indiquer où se trouvent les cadavres des Sakamoto. Ce sera 6 dirigeants de la secte eux-mêmes qui vont parler. Okazaki Kazuaki, Murai Hideo qui a été assassiné en avril 1995 mais qui avait déjà parlé à ce moment-là. Ayakawa Kiyohide, Nakawa Tomomasa, Nimi Tomomitsu et Hashimoto Satoru. C'est surtout Ayakawa et Nakawa qui vont reconnaître leur participation et expliquer ce qui s'est vraiment passé. Nakawa reconnaît que les adultes ont reçu des injections de chlorure de potassium avant d'être étranglés et que le bébé a été étranglé et étouffé. Il confirmera également que les 5 autres ont participé à cela. Finalement, il va les balancer tout simplement. Au procès, il va plaider coupable pour les charges qui pèsent contre lui. Il déclare que tout ça a été ordonné par Home et qu'il l'a fait parce qu'il était sous influence. Voilà pour l'affaire Sakamoto. On va reprendre l'histoire même, la chronique criminelle même de Home. Pour ça, on va repartir finalement en 1990. Alors je sais, c'est des bonds que je vous fais faire, des gros bonds dans le temps, mais c'est pour ça, il faut tout replacer, c'est beaucoup de dates, beaucoup de choses à entendre et à assimiler. C'est en avril 1990 que Home va faire sa première attaque bioterroriste. Pour ça, ils vont envoyer 3 véhicules qu'ils ont équipés pour répandre des toxines au botuline. Le premier ira à Tokyo vers le Parlement même, le deuxième à Yokohama et surtout vers la base navale américaine, et le troisième sera dans la zone de l'aéroport international de Narita. Alors ça sera un semi-échec puisque la souche utilisée n'est pas assez puissante, la faible virulence de la souche n'est pas en assez grande quantité pour finalement toucher le grand public, ce qui est tant mieux. Et en plus de ça, il y a une obstruction d'une partie du dispositif de dispersion. Il y a peut-être eu des malaises, des nausées ou alors des mal de tête comme il y a souvent dans ce genre de situation, mais comme je vous dis, je n'ai pas trouvé plus d'informations. Malgré ça, malgré l'échec, ils vont continuer dans cette envie de faire du bioterrorisme et en 1992, ils vont tenter de se procurer le virus Ebola au Zaïre pendant
une mission humanitaire menée par le gourou lui-même, Shoko Asahara, et 40 adeptes. Pendant ce temps, ils vont tenter de produire des armes à feu AK-74, mais ça va être un échec tout le long où la secte va prospérer. Ils vont essayer encore maintes et maintes fois, mais ils ne vont jamais réussir. Au contraire, le gaz sarin qu'ils vont commencer à en fabriquer en 1993 va être une réussite et va beaucoup servir. Dans le même temps, en 1993, la secte, quelques adeptes vont se rendre en Australie occidentale, plus particulièrement à Banjawarn, et là, ils vont acheter un terrain agricole qui fait plus de 200 000 hectares. Alors pour commencer, ils vont quand même être arrêtés par les douanes puisqu'ils vont trouver des substances chimiques, mais ils vont seulement leur donner une forte amende et puis ils vont les laisser faire tout ce qu'ils veulent. Sur ce terrain agricole, ils vont fabriquer des laboratoires chimiques pour produire des produits chimiques, mais ils vont également avoir avec eux des moutons sur lesquels ils vont tester leurs expériences. La police australienne ne va pas être au courant de ce qui se passe. Malgré ça, ils ne vont pas reconduire leur visa en 1994. En fait, ils vont surtout trouver un non-respect des règles de la gestion des élevages. Donc finalement, Home va être appelé à retourner chez eux au Japon et ils vont revendre le terrain. Le 6 juin de l'année 1993, toujours, il y a un nouvel adepte qui va mourir accidentellement pendant une séance de yoga. En fait, il serait resté suspendu la tête en bas et en serait mort. Alors pareil, comme la première fois, ils vont brûler son cadavre et répandre ses cendres pour que personne ne soit jamais au courant de ce qui s'est passé. Ils vont aussi tenter ce même mois de disséminer du botuline via un véhicule toujours pendant un rassemblement de dignitaires étrangers qui sont là en fait pour le mariage du prince Naruhito. Ça sera un échec et c'est tant mieux. Le 2 juillet, une centaine de personnes vont se plaindre de maux de tête et de vapeurs blanches toxiques qui s'émanent du haut du bâtiment religieux. Malheureusement, la police et la loi japonaise fait qu'en fait, ils ne peuvent pas intervenir puisque c'est un bâtiment religieux. Finalement, la loi interdit que la police intervienne dans ce genre de situation. En 1994, le 30 janvier précisément, Naoki Oshida, un pharmacien qui travaille dans une clinique de la secte, va commencer à avoir des doutes sur les soins donnés aux adeptes finalement. Et il va persuader une de leurs de partir, de quitter la secte. Asahara va vite être mis au courant et il va demander au fils de cette même femme d'assassiner le pharmacien. Le 27 mars, les filles de la secte vont être appelées à enlever un hôtelier de Miyazaki. Elles veulent l'obliger à faire don de sa fortune. Alors lui, de son côté, va être plutôt intelligent, il va faire mine d'intégrer la secte, d'être des leurs pour être relâché 5 mois après. Et à ce moment-là, il va directement aller porter plainte contre ces mêmes filles et contre un dirigeant de la secte. Ce dirigeant et la secte vont réussir à ne pas faire porter la culpabilité sur Home elle-même et finalement, ça ne sera que les 2 filles qui vont être condamnées. En mai, un labo de fabrication de sarin sera installé au centre de la secte même, à Kamikuishi, dans la préfecture de Yamanashi. Et d'ici jusqu'en décembre, il va y avoir plusieurs tentatives d'assassinat au sarin et aux fausses gènes. Alors, on trouve entre autres une tentative d'assassinat sur un avocat, Taro Takimoto, qui a pris la suite de l'avocat Sakamoto, enlevé et assassiné avec sa famille. Également sur la journaliste Egawa, qui avait travaillé en collaboration également avec Sakamoto. Elle sera attaquée au gaz sarin, au gaz VX et au botuline. Et en plus de ça, ils vont s'attaquer à un adepte récalcitrant, Nobuyu Mizuno, et à un visiteur qu'ils pensent être un espion qui s'appelle Tadahito Agamuchi. Ils vont leur pulvériser directement au visage du gaz sarin et du gaz VX. Le second va en mourir. Dans la nuit du 27 au 28 juin, il va se dérouler le premier attentat au gaz sarin dans la ville de Matsumoto. On va y compter 8 morts et 200 blessés. Il faut savoir que les habitants de cette même ville avaient été plutôt opposés à la secte elle-même qui avait un bâtiment là-bas. Ils pensaient qu'il s'y trouvait des choses plutôt louches, qu'il y avait des vapeurs blanches qui s'émanaient des bâtiments, des odeurs bizarres, des personnes bizarres. Et donc en réponse, la secte va propulser des gaz de sarin sur le parking du supermarché de la ville de Matsumoto. La secte elle-même ne sera pas soupçonnée de suite, on va soupçonner une personne qui s'appelle Yoshiki Kono. Cette personne-là a été un peu touchée par les gaz, c'est elle-même qui a appelé les autorités.
Par contre, sa femme va être grièvement blessée et va en mourir. Les autorités vont l'accuser puisqu'en fait chez lui, il a des produits chimiques qui servent en fait à l'entretien de son jardin et en plus de ça, c'est un ancien employé d'un laboratoire chimique également. On pense en fait qu'il a voulu tuer sa femme et il sera accusé à tort. Les médias vont dépeindre une fausse image de lui, il va être accusé de tous les côtés, mais des associations vont finalement se mettre de son côté, vont dire qu'il n'est pas coupable. Après les actions de mars 1995 dans le métro de Tokyo et quand finalement Home a été nommé coupable, Kono a reçu des excuses de 3 chaînes de télé différentes et d'un journal contre lequel il avait porté plainte et qu'il avait demandé plus de 20 millions de yens pour dommages et intérêts. Finalement, il va retirer sa plainte suite aux excuses faites. La police, de son côté, va simplement regretter d'avoir accusé Kono plutôt que de s'être penché sur la secte qui avait déjà été accusée et soupçonnée plusieurs fois. À Kimikushiki, un village de 1700 habitants dans la préfecture de Yamanashi, où vit la secte, les gens vont se plaindre d'irritation aux yeux, de nausées et de malaise dû à l'inhalation de gaz toxiques. Ils seront pour la plupart évacués et dans le même temps, un adepte va mourir par traitement inadéquat et en plus de ça, un adepte considéré comme espion sera éliminé. En décembre de cette même année, un nouvel adepte sera enlevé et séquestré puisqu'il voulait fuir la secte. La police de Kamikushiki va trouver du matériel pour fabriquer du gaz, mais ça en restera là. Il n'y aura pas de suite pour le moment en tout cas. En janvier 1995, il y aura une tentative d'assassinat au gaz VX sur Hiroyuki Nagawaka, qui est en fait le président des associations des victimes des différents tentatives d'attentats ou de gaz inséminés. Et d'une façon ironique ou peut-être pour ne pas porter les soupçons sur eux, Home va porter plainte contre une entreprise qui aurait répandu du gaz sarin dans les locaux même de la secte religieuse. Le 26 février, c'est au tour de Kiyoshi Kariya d'être enlevé et tué par la secte. C'était un notaire de 68 ans et le grand frère d'une adepte en fuite. Ils l'ont kidnappé dans le but de savoir surtout où était sa sœur. Et en plus de ça, il voulait aussi avoir sa part de l'héritage puisqu'il avait déjà eu celui de sa sœur finalement. Et jamais il ne dira où se trouvait et il sera tué. Chez lui, des empreintes vont être trouvées. Il s'agit en fait d'un disciple de Home Shirinkyo qui sera donc soupçonné, qui s'appelle Matsumoto Tsuyoshi et qui a 29 ans. À son encontre, la police va lancer un avis de recherche national. Et ils vont aussi décider de lancer le premier raid dans les locaux de Home Shirinkyo. Malheureusement pour la police, un des adeptes de la secte est en fait policier et il va prévenir Home Shirinkyo. La secte va faire disparaître toutes les pièces qui peuvent amener leur culpabilité. La police elle-même pense que c'est ce qui a amené finalement l'attentat pour faire diversion, puisque le raid était prévu dans les alentours du 20-21 mars 1995, date à laquelle se sont déroulés les attentats de Tokyo dans les stations de métro. Et un peu avant ça, le 5 mars, donc 15 jours avant, 11 personnes vont être hospitalisées à Yokohama après avoir respiré des vapeurs toxiques dans un train. Le 15 mars, on va découvrir à Kazumigaseki 3 attachés cases. À l'intérieur, on va y trouver du liquide inconnu, des piles mais également des ventilateurs automatiques. Et pendant ce temps-là, en Australie, on va faire la découverte de 24 moutons morts sur le terrain que Home Shirinkyo avait acheté en 1993. D'après les analyses, les moutons auraient inhalé des gaz toxiques appartenant à la composition du sarin. On trouvera également des substances chimiques et sur le sol des minerais d'uranium. La secte avait un droit d'exploitation minière. C'est ce qui a amené la police à penser qu'ils voulaient fabriquer des explosifs nucléaires. Et pile un jour avant les attentats de Tokyo, quelques disciples ont été arrêtés pour avoir diffusé des substances toxiques dans différents endroits de la gare de Yokohama. On décompte environ 500 blessés qui seront donc transportés dans des hôpitaux. Le 30 mars 1995, soit 5 jours après les attentats, le chef de la police nationale de Tokyo, Takaji Kunimatsu, sera blessé par 3 balles. Après ça, il y aura d'autres tentatives d'assassinat menées par Home. Par exemple, le 5 mai 1995, un attentat au cyanure a été déjoué. Et le 25 mai, c'est au tour du gaz sarin d'être utilisé pour une tentative d'attentat qui a été évitée de justesse. On retrouvera sur l'aéroport de la secte un gros hélicoptère russe
1000 Mi 17. À côté de ça, il y en aura 2 autres plus petits qui sont télécommandés. Et on trouvera aussi 2 gros stocks de pièces d'armes. Après les attentats de Tokyo, donc, les choses commencent à bouger du côté de la police qui soupçonne très fortement Honshi Linkyo. Le 22 mars 1995, sous couverture médiatique et en relation avec l'enlèvement de Kariya, le notaire de 68 ans, 2500 policiers vont assiéger les locaux de la secte à Kamikushiki. Là-bas, on trouvera une cinquantaine d'adeptes plus ou moins conscients. La plupart sont mal nourris et drogués. 6 seront dans le coma. Là-bas, la police confisquera 2 tonnes de chloroforme et d'éthane, 15 bouteilles d'éthylène, 10 bouteilles d'un liquide jaune non identifié, des masques à gaz, et tout ça combiné aurait pu produire 5,6 tonnes de sarin, soit de quoi éliminer plus de 10 millions de personnes. Ils trouveront également du matériel pour fabriquer du gaz, des quantités énormes de produits de base de la composition de la dynamite, 7 millions de yens en espèces qui équivaut à 54 610 €, et 10 kilos d'or en lingots. En plus de ça, on trouvera également l'hélicoptère 1000 Mi 17 russe sur l'héliport, où sont également entreposés 2000 litres de fuel. Où sont également entreposés 2000 litres de fuel. Tout ça est de la propriété de l'entreprise Moa Posi, une filiale de la secte qui appartient au président Shoko Asahara, qui est également le gourou. Ce 1000 Mi 17 vient d'une société de commerce autrichienne qui l'a également eu d'une société d'exportation russe. Le 26 mars 1995, c'est le retour de la police un peu plus protégée par rapport à ces substances chimiques. Et cette fois-ci, ils vont trouver des ossements humains à Fujinomiya dans la préfecture de Shizuoka, dans un bâtiment de la secte. Et donc le 14 avril, ils vont lancer une grande perquisition dans 20 bâtiments de la secte. À Tomizawa, par exemple, dans la préfecture de Gunma, on va trouver une dizaine de machines-outils pour fabriquer des pièces de métal pour faire des armes qu'ils ont toujours loupées, comme je vous avais déjà dit. Tout cela vient d'une entreprise déclarée en faillite d'un adepte. On va également trouver dans une voiture des pièces de fusil automatique russes. À la mi-mai, plus de 200 disciples seront arrêtés. Parmi eux, on y trouve Ayakawa Kiyohide, dont je vous ai déjà parlé, qui avait participé à l'enlèvement de la famille Sakamoto. Avec lui, 20 ingénieurs de la secte seront aussi arrêtés. Par contre, le gourou, Asahara, a quand même pris les poudres d'escampette et est complètement introuvable pendant tout ce temps. Il est pas fou, hein. Il sait très bien qu'il a un petit peu merdé et que du coup, ça sent pas bon pour lui, quoi. Après tout ça, quand même, vous vous dites, finalement, Honshi Linkyo est quand même vraiment coupable, quoi. Il n'y a plus de doute. Et pourtant, la police japonaise va mettre plus de 2 mois à les estimer officiellement coupables de tout ça. Et c'est pas vraiment tout ce qu'ils ont découvert, en fait, qui vont les accuser, c'est surtout ce que les disciples arrêtés vont leur dire, finalement. Le 16 mai, à Kamikushiki, dans un bâtiment de la secte, on va retrouver Asahara qui sera arrêté immédiatement. Il se cachait là depuis quelques mois, on pensait même que c'était une très bonne cachette, alors que c'est un bâtiment quand même qui appartient à la secte et qui est normalement obligatoirement fouillé. La même année, on va trouver enterrés dans les locaux de la secte plus de 70 pièces métalliques qui appartenaient à des missiles et à des bombes. Un an après l'attentat, plus de 613 mandats d'arrêt contre les disciples ont été déposés et 428 disciples sont toujours en état d'arrestation et recherchés. Ils sont toujours recherchés officiellement, mais pour des charges plutôt mineures. Par exemple, pour avoir garé le véhicule sur un parking privé ou pour avoir conduit sans permis de conduire. Et tout ça va amener plusieurs rumeurs dans la population japonaise. Ils vont dire que la personne qui conduisait en fait sans permis conduisait un véhicule qui transportait du gaz, ou alors la personne qui avait garé la voiture illégalement, finalement, cette voiture-là était remplie d'armes ou de gaz. Il va y avoir toute une frayeur autour de la secte. On va se demander beaucoup de choses. Qu'est-ce qui a pu se passer? Combien de fois ils ont pu finalement diffuser du gaz sans que personne ne le sache vraiment? Est-ce que les maux de tête ce jour-là ont été provoqués par ça? Est-ce que les nausées par ça? Vraiment, tous les Japonais vont se poser beaucoup de questions et vont essayer de comprendre jusqu'où Honshi Linkyo a été. En janvier 2000,
Aum Shinrikyo va être mis sous surveillance pendant 3 ans et cela va être renouvelé 3 fois de suite. C'est en février 2004 que Asahara et d'autres disciples vont être condamnés à mort. En avril 2004, le gouvernement japonais considère que Aum Shinrikyo est toujours une menace pour la société et va continuer en attendant de chercher tous les disciples qui sont encore en état d'arrestation. Asahara sera reconnu mentalement capable de faire appel. Son recours sera rejeté et sa demande d'appel ne sera pas prise en compte puisqu'il les aura fait hors délai. Le mec ne voulait vraiment pas en ressortir vivant. En attendant, la haute cour va confirmer la peine de mort pour Tomomitsu Niimi, qui est une figure centrale de la secte et qui est aussi une des personnes qui a amené le gaz sarin dans le métro à Tokyo. Et pendant que Shoko Asahara attend son exécution, ses disciples continuent d'être condamnés à mort les uns après les autres. Comme ça va être le cas le 13 décembre 2011 pour Seishi Ando, qui était en fait le chimiste de la secte. La veille de la nouvelle année 2012, un homme se présente au commissariat de Tokyo. Il porte de fines lunettes, il est bien coiffé et il a une chemise blanche. Il s'agit en fait de Makoto Hirata. C'est un adepte qui est en fuite depuis des années et qui en a marre d'être un hors-la-loi. Il s'est tout simplement rendu parce que sa nouvelle vie le fatiguait. Le 3 juin 2012, c'est au tour de Naoko Kikuchi, 42 ans, d'être arrêtée par la police. Après quand même 17 ans de cavale. Et elle écopera de 5 ans de prison pour avoir envoyé un colis piégé au gouverneur en 1995. Malgré ça, elle sera considérée comme en dehors de l'attentat de Tokyo. C'est pour ça qu'elle n'écopera que de 5 ans de prison. Quelques jours après, c'est au tour de Katsuya Takahashi, 54 ans, d'être arrêté. Il sera retrouvé dans un manga café, dans un quartier d'ouvriers au sud de Tokyo. Il était en fait le cadre de la cellule de renseignement et le dernier membre faisant partie de l'attentat à être arrêté. Et donc, après lui, il n'y a plus personne à avoir commandité, à avoir fait les attentats de Tokyo en liberté au Japon. Malheureusement, tout ça va repousser l'exécution du gourou, puisqu'au Japon, une loi existe. Celle-ci interdit une exécution si des complices sont en procès. Et à ce moment-là, en procès, il y a encore 189 adeptes et 13 d'entre eux seront condamnés à mort. Le 16 janvier 2014 se tient le procès de Makoto Hirata. Il a été accusé de l'enlèvement de Kiraya, le notaire, mais en plus de ça, il aurait eu un double jeu, puisqu'en fait, il faisait partie de la secte, mais également de la police, et il aurait brouillé les pistes par rapport à l'attentat, à l'enlèvement et à plusieurs autres affaires. Il écopera de 9 ans de prison, puisque malgré ça, il n'a pas participé à l'attentat de Tokyo. Takahashi Katsuya était le dernier membre de la secte recherchée et il sera arrêté le 30 avril 2015. Il sera condamné à la prison à vie et fera appel, mais rien n'y changera. Ça sera la prison à vie et il s'y tiendra. Et finalement, c'est ici que cette histoire s'arrête puisque le 6 juillet 2018, Shoko Asahara et 6 autres membres seront pendus. Il aura fallu quand même pas mal d'années pour exécuter le gourou d'une secte criminelle qui a fait plusieurs morts et quand même beaucoup de blessés. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même ahurissant d'avoir pris autant de temps pour faire exécuter un criminel. Concrètement, je l'aurais pendu en premier, pour donner l'exemple. Et pour terminer, c'est une vingtaine de jours après que le gourou ait été pendu que les 6 derniers membres de la secte ont également suivi leur maître. Donc pour un attentat qui s'est produit en 1995, les derniers membres sont pendus en 2018. Mais il n'y a pas eu que ces attentats de Tokyo, il y a eu tous les enlèvements, les meurtres, et il y aura encore beaucoup de choses dont je vous reparlerai. La deuxième partie sera beaucoup plus portée sur la secte elle-même, sur ses ambitions politiques, puisqu'il y en a eu, sur ses ambitions religieuses qui ont été entachées par tout ce parcours criminel finalement. En fait, toute l'histoire de la secte de A à Z, et même jusqu'à maintenant, parce qu'il faut savoir que la secte existe toujours. Bien sûr, il n'y a plus les mêmes dogmes, même plus les mêmes activités, elle n'a même plus le même nom puisque maintenant elle s'appelle Aleph. Mais tout ça, vous le saurez dans la deuxième partie. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de partager pour que d'autres connaissent. Et surtout, un petit abonnement ou un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Sur ce, on se voit la prochaine fois. En attendant, soyez sages, ne mangez pas tous vos chocolats de l'Avent. Et bonne journée. Salut!